Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elsker pour le 21e épisode de Parlons Constitution. On va terminer la question de la citoyenneté aujourd'hui, on va voir ce qu'est la commission du test de l'intérêt pour le politique, et vous le saurez bien sûr au cours de l'épisode après le générique. Alors donc on commencera par la composition de la commission. Mais avant de parler de tout ça, j'aimerais rappeler rapidement ce qu'on a vu dans l'épisode 19 et l'épisode 20 qui va nous intéresser ici. J'ai dit à l'épisode 19 que pour moi, parce que bien sûr cet épisode s'inscrit dans la série, donc c'est ma vision politique dans le domaine constitutionnel. Et donc à l'épisode 19, j'ai dit qu'il fallait distinguer des citoyens actifs et des citoyens passifs. Comment ? Sur le fondement de l'intérêt pour le politique. Les citoyens actifs sont ceux qui attestent d'un intérêt pour le politique, ils s'intéressent aux questions politiques. Mais comment mesurer, comment savoir qui s'intéresse? Comment du coup déterminer qui est citoyen actif, qui est citoyen passif? Alors pour devenir citoyen actif, j'ai dit qu'il fallait à l'épisode 20, qu'il fallait un test qui permet d'ensuite d'avoir une attestation de l'intérêt pour le politique. Je vous invite bien sûr à aller voir l'épisode 20 pour plus de détails, mais pour résumer rapidement, ce test pour moi devrait être un QCM, qui porte sur des questions générales et neutres, bien évidemment, les plus objectives possibles, même si elles peuvent présenter des points de vue subjectifs. On va y revenir un petit peu après. Ces questions donc dans le QCM avec une réussite, je vous renvoie au détail à l'épisode 20. Vous avez l'attestation d'intérêt pour le politique, mais la question qu'on se pose, c'est très bien, un test. Mais qui choisit les questions? Comment on les choisit? Et c'était là où on s'était arrêté. Avant de voir que pour moi c'est une commission qu'il faut revenir au début. Alors, on dit qu'il faut des questions. Mais ces questions, doivent-elles être révisables ou non? Si elles ne sont pas révisables, doivent-elles être choisies par la loi ou la Constitution, donc inscrites dans le marbre? Pour moi, les questions doivent être révisables. Révisables, car elles doivent faire l'objet d'un débat politique, car le politique, comme le monde et ce que l'on sait de lui, évolue. C'est évident, la science évolue, le monde politique, l'histoire, les événements évoluent. Au fur et à mesure du temps, il y a des événements qui sont passés, des choses qui ont évolué, la société a évolué. La science a découvert des nouvelles choses, par exemple. Ou des points de vue philosophiques sur certaines questions ont été créés, plutôt ont été exprimés publiquement, ce genre de choses. Vous voyez ? Il doit y avoir un débat sur les questions, car le politique, dans ce cas de plus large, dans l'histoire des institutions, de la vie politique, dans l'expression dans les idées qui sont dans le paysage politique, le monde, ce qu'on en sait de lui, évolue. Alors, j'ai dit qu'on allait y revenir rapidement, et on y revient dès maintenant, les questions doivent refléter les connaissances de la vie politique en général, les connaissances scientifiques fondamentales, et les questions et théories philosophiques. Les questions doivent être neutres, doivent être les plus objectives possibles, même si bien évidemment, ce qui va poser problème, c'est quelles questions on met, parce que on peut pas mettre une infinité de questions. Il faut choisir des questions, et c'est ce choix qui est surtout sujet à débat. Même si bien sûr le contenu même est également fortement sujet à débat, mais la subjectivité s'exerce beaucoup dans la question de quoi on parle. Quelles questions on pose, quelles réponses on donne. Les réponses doivent être les plus objectives, les plus proches de ce que la science pourrait en connaître, de ce qu'on en sait, du savoir général de l'humanité, pour résumer. Donc vous avez bien compris que l'objectif n'est pas, via ces questions, de dire comment l'individu, comment le citoyen actif devrait penser, quelles devraient être ses opinions politiques. Non. Le but c'est juste de vérifier qu'il s'est intéressé à toutes les questions qui ont trait à l'intérêt politique, qui ont trait à la question politique. Alors maintenant qu'on a vu que c'était révisable par qui alors? On l'a bien compris, par une commission du test de l'intérêt politique pour moi, mais si ce n'était pas marqué dans le titre, vous ne l'auriez pas su. Donc posons-nous quand même la question. Est-ce que ce doit être par le pouvoir législatif lui-même? Alors après ce qu'on vient de dire, non. Non. Pourquoi? Car il est le lieu de lutte politique, et n'est pas fait pour la neutralité que le choix des questions et réponses requiert. En effet, à l'Assemblée nationale, par exemple, il y a des différents groupes politiques, différents partis politiques, et s'ils devaient choisir les questions, ils essaieraient de mettre en avant leurs propres opinions politiques,
leur propre vision du monde. Et ils ne chercheraient pas, on peut le penser, puisqu'ils ne sont pas là pour ça en réalité, ils ne chercheraient pas à rendre compte de la situation politique globale, de l'histoire politique, même si sur ces points-là, je pense que la plupart seraient d'accord sur ce qui s'était passé, mais pas forcément sur l'interprétation qu'on peut en avoir. Et c'est là que ça peut devenir beaucoup plus politique et subjectif. Sur les questions scientifiques, ils s'en remettraient probablement à des scientifiques, mais on peut imaginer que certains partis politiques nient des consensus scientifiques ou ce genre de choses. Et donc, le pouvoir législatif n'est pas fait pour ça, n'est pas fait et ne doit pas du coup choisir les questions et réponses. Alors, une seule personne, on peut se poser la question, est-ce qu'une seule personne devrait choisir? Un grand chef, un grand sage, une personne qui est élue par exemple, pour ça? Non. Pourquoi non? Vous avez compris que les questions, même si elles devaient permettre, les questions scientifiques par exemple doivent être fondamentales, ça ne doit pas être des questions précises, techniques, sauf si elles ont un intérêt très particulier pour l'agissement politique, si je peux dire, pour la vie politique, pour les questions politiques, mais ça ne doit pas être des questions très pointues sur la science, ça doit être des questions fondamentales pour que l'individu, le citoyen qui va devenir actif, ait les connaissances de base, connaissances importantes pour pouvoir ensuite décider de par l'élection ou de par le référendum, peu importe comment on peut imaginer ensuite qu'il va décider, ou même en tant qu'élu, il doit décider avec quand même un minimum de connaissances en sciences et qui pourront lui servir pour comprendre les questions politiques, pour mieux débattre ensuite. C'est pour ça que les questions doivent également servir à instruire, et non pas à éduquer dans un sens plus large, dans un sens moral ou politique. Il ne faut pas, je le répète encore, c'est important, que les questions soient subjectives et donnent l'idée ou essaient d'orienter l'individu vers une position politique particulière. Bien évidemment, comme les questions seront inscrites dans un système politique, dans un régime politique, il est normal que les questions parlent plus de ce système-là, de ce régime-là. Mais il faut éviter que ça veuille dire que c'est ce régime-là, ce système-là qui est le meilleur. Ça orienterait la position des individus. Prenons un exemple rapidement. Si on est dans une démocratie représentative un peu comme maintenant, les questions vont évidemment, et c'est normal, parler de la démocratie représentative et des institutions déjà en place, puisque c'est quand même la base pour bien agir en politique, de comprendre le fonctionnement des institutions, quelles sont les institutions, comment elles sont élues, etc. Mais ça ne doit pas pour autant vouloir dire, ça doit éviter d'orienter l'individu vers l'idée que seules ces institutions-là sont les bonnes, qu'on ne peut pas en changer, que ce qu'on a choisi, les institutions telles qu'elles sont, ce sont les meilleures possibles. Évidemment, c'est un peu compliqué, et ça va se jouer sur la formulation des questions et la formulation des réponses et des explications. Et c'est là que le débat est intéressant, et une seule personne ne va pas pouvoir débattre, ne va pas débattre avec lui-même. Et donc il faut une collégialité, il faut un collège, il faut plusieurs personnes. Ça permet la diversité des idées, des points de vue, et des personnes elles-mêmes. C'est-à-dire, les personnes peuvent être plus spécialisées dans un domaine scientifique, sur des questions politiques particulières, plus spécialisées dans l'histoire d'une institution, etc., etc. Il faut qu'il y ait plusieurs points de vue, et ça permet également de limiter les erreurs. C'est par le débat, par la collégialité, qu'on pourra avoir une réelle discussion au sein de ce qui va être du coup la commission, puisqu'il y aura plusieurs personnes. Au sein de cette commission, il y aura un réel débat sur qu'est-ce qu'on met, pourquoi on le met, etc. Donc pas de personnes seules, mais plusieurs personnes, donc une commission. Alors pourquoi je l'ai appelé commission? Parce que c'est le terme qui est le plus approprié. Si vous voulez savoir exactement pourquoi je n'ai pas appelé ça comité ou assemblée, etc., vous pouvez poser la question en commentaire si ça vous intéresse réellement, mais est-ce vraiment important? Et bien évidemment, si vous avez des questions sur des points que je ne développe pas assez, que vous voulez savoir pourquoi il faut que je développe plus sur un point, et pourquoi, parce que il y a tellement d'informations que je vais vous donner ici, vous le voyez sur cette composition, que je ne peux pas développer et expliquer, argumenter point par point, au maximum, en donnant tous les raisonnements. Parce que sinon, la vidéo durerait des heures, et moi ça me prendrait un temps fou, et ce serait pas forcément intéressant pour vous, n'est-ce pas? Donc, mais si vous avez des questions, bien sûr, pour que je développe,
n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si bien sûr, je suis toujours là pour y répondre, mais bon, vous pouvez toujours poser les questions, en discuter entre vous. Je vous renvoie à la vidéo de présentation pour vous rappeler que ce qui est important ici, ce n'est pas tant ma vision, même si pour moi c'est important, mais c'est que ça suscite le débat, la discussion, bien sûr courtoise, hein, évidemment, et que ce soit des idées nouvelles, ou pas nouvelles d'ailleurs, qui soient mises sur la table, et que on puisse en discuter, faire avancer le débat, et s'intéresser en fait à ces questions constitutionnelles qui sont vraiment très importantes. Mais je vous renvoie à la vidéo de présentation, là je m'égare, mais c'est important de le rappeler parfois. Alors la composition. Pour moi, ça doit être présidé par le président de la Cour constitutionnelle. Donc actuellement, la Cour constitutionnelle française, c'est le Conseil constitutionnel. Donc son président, ou sa présidente, devrait être président ou présidente de la commission. Pourquoi ça? Parce que cet organe-là, déjà il parle de la Constitution, et c'est très important, il est là pour vérifier la constitutionnalité des lois, par exemple. Il a un pouvoir particulier, c'est vrai, et le président de la Cour constitutionnelle est un des meilleurs juristes sur les institutions de France, en principe. L'un des meilleurs, pas forcément le meilleur. Hein. C'est compliqué de choisir le meilleur et de savoir qui est réellement le meilleur, qui est les meilleurs juristes. Donc il pourra notamment aider sur les questions des institutions, et également prévenir toute question, toute explication ou tout fonctionnement de la commission qui ne serait pas constitutionnel. En plus, il permettra de donner un cadre institutionnel à cette commission et de l'inscrire pleinement dans le reste des institutions. Et ses connaissances, je l'ai déjà dit, mais ses connaissances dans le domaine constitutionnel seront vraiment très intéressantes pour la commission. Il aura une voix autant que les autres membres. Et les autres membres, ce sont qui? Ce sont 5 historiens, 5 juristes, 5 politistes, 5 philosophes, tirés au sort, plus un professionnel de chaque domaine scientifique tel que ces domaines sont définis par le règlement intérieur du conseil scientifique. Le conseil scientifique, on y viendra déjà un petit peu dans le prochain épisode qui commencera à parler du pouvoir législatif. Alors, sans trop m'attarder, pourquoi 5 historiens, 5 juristes, 5 politistes et 5 philosophes? Car ce sont les domaines qui sont les plus proches, en fait, des questions politiques. Les juristes, bien sûr, pour comprendre les institutions, le fonctionnement juridique. Nous sommes dans un état de droit, j'y reviendrai certainement plusieurs fois sur le fait que nous sommes dans un état de droit au fur et à mesure des épisodes, hein, bien sûr. Nous sommes dans un état de droit, c'est l'action politique s'exprime via les textes, via le droit, et le droit joue un rôle vraiment très important dans nos institutions, et permet en fait réellement l'action politique, quoi. Donc les juristes également vont pouvoir donner des informations juridiques sur le fonctionnement des institutions, ce genre de choses. Également les politistes. Les politistes, ce sont les chercheurs qui s'intéressent aux questions politiques, pour faire très simple, à la vie politique d'un pays, à proprement parler dans la pratique, également au fonctionnement des institutions, mais en plus à l'expression politique citoyenne, soit les manifestations de mobilisation, donc tout ce qui a trait à la politique. Les philosophes également sont très importants. Pourquoi? Car les questions politiques sont souvent fortement reliées à des questions philosophiques. Les historiens, bien sûr, puisque l'intérêt de l'histoire est grand. Connaître l'histoire d'un pays permet de mieux comprendre pour comment est fait ce pays, et permet également d'avoir un point de vue décentré sur le pays, décentré, de comprendre comment il s'est formé, de comprendre ce qu'il a eu dans le passé, etc., etc. Notamment, ils pourront parler de la vie politique, des événements politiques majeurs dans le pays. Voilà, donc ce sont les 4 grands domaines qui sont particulièrement intéressants pour la question politique, mais il y a aussi besoin, c'est pour ça que j'ai mis un professionnel et non 5, un professionnel de chaque domaine scientifique, car il ne faut pas oublier que les questions, les connaissances scientifiques fondamentales peuvent servir, et même doivent servir, pour l'action politique, pour éviter que les hommes politiques, que les femmes politiques, que le personnel politique, que les citoyens agissent contrairement à ce que pourtant on semble savoir sur le monde. Alors tel que ces domaines sont définis par le règlement intérieur du conseil scientifique, on verra dans le prochain épisode, on commencera à voir ce qu'est le conseil scientifique. Ne vous inquiétez pas, c'est juste pour dire qui doit définir ces domaines scientifiques. C'est en fait ce seront les mêmes que ceux qui seront dans le conseil scientifique. Alors toutes ces personnes sont tirées au sort, bien sûr, à l'exception du président de la Cour constitutionnelle, qu'on verra quand on parlera de la Cour constitutionnelle. On en parlera, mais
je vous le dis tout de suite, ce ne sera pas tout de suite si vous regardez cet épisode peu de temps après sa sortie. Donc vous avez compris la composition, il est temps de passer à la suite. Si vous avez des questions plus précises sur ces choix, n'oubliez pas les commentaires. Alors maintenant, sur le fonctionnement de la commission. Maintenant qu'on sait comment est-ce que je vois cette commission du test de l'intérêt pour le politique, comment je vois sa composition, il faut voir comment je vois son fonctionnement. Comment est-ce qu'elle va choisir, comment est-ce qu'elle va débattre, comment est-ce qu'elle va décider des questions. Alors bien sûr, rappelons sa mission, c'est uniquement créer puis réviser les questions, réponses et explications du test. Je revois l'épisode 20, je l'ai déjà dit, pour savoir comment pourrait être formé ce test, les conditions que je donne pour qu'il y ait par exemple un respect de l'égalité d'accès. Et donc j'ai mis 1000 entre parenthèses parce que c'est ce que j'ai dit au précédent épisode, c'est un exemple, c'est une position qui peut être débattue, c'est pas l'essentiel quoi. On pourrait imaginer 1000 questions, et pour le passage du test le jour J, parce que vous allez passer en mairie en salle communale, eh bien, il y aurait 100 sur les 1000 questions qui seraient tirées au sort. Un tirage au sort qui peut se faire de façon catégorielle, si on imagine que les questions sont réparties en catégories, il y aurait un tirage au sort au sein de chaque catégorie, proportionnel à la quantité qu'il y a dans chaque catégorie. Mais ça, ce sont des détails que la commission pourrait décider, ou qu'on pourrait décider dans la Constitution, mais ce n'est pas ce qui est fondamental pour comprendre comment j'envisage cette commission. Alors, moment de réunion, ce serait tous les 5 ans pendant 1 an. Pourquoi pas de façon permanente? Parce que ce ne serait pas forcément très utile, surtout ce serait illisible pour le citoyen, c'est-à-dire que le contenu du test changerait souvent à des moments irréguliers, ce qui donnerait un petit peu une insécurité. Pourquoi tous les 5 ans? Parce que c'est un temps qui est relativement court, sans être trop long, ça permet de réviser assez souvent, de se reposer la question assez souvent. Je pourrais donner plus d'explications, en discuter plus en commentaire, bien évidemment, si ça intéresse quelqu'un, je vais arrêter de le rappeler, ça va saouler tout le monde. Alors on continue. La prise de décision au sein de la commission, ce serait l'unanimité. L'unanimité, qu'est-ce que c'est? La plupart des gens savent ce que c'est, mais c'est toujours important de le rappeler. Tous les votes doivent être pour ou de l'abstention. Il ne faut pas qu'il y ait de vote contre, ou de vote non, selon comment on formule la question. Il ne faut pas qu'il y ait de vote négatif. Tous les votes doivent être positifs ou neutres. C'est-à-dire ne se prononce pas, abstention, vous voyez ce que je veux dire. C'est ça l'unanimité, c'est personne ne s'y oppose. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde est absolument pour, absolument d'accord. Ça veut dire que personne ne s'y oppose. Pourquoi l'unanimité? Rapidement, pour que ça favorise, ça force à la discussion. Et comme on recherche la neutralité, s'il y a quelqu'un qui est contre, qu'il ait de bonnes raisons d'être contre, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est que c'est pas réellement neutre, c'est pas réellement objectif, il y a une question qui reste en suspens. Il faut que tous les membres soient d'accord entre eux. En tout cas que personne ne soit contre. D'où le principe de l'unanimité. Alors également, la commission doit avoir un droit d'audition de qui il souhaite. S'ils veulent auditionner, c'est-à-dire écouter, entendre, appeler quelqu'un, ils peuvent le faire. Ils peuvent demander à tout le monde de venir. Ça peut être un grand scientifique, ça peut être quelqu'un d'important dans les institutions, un président d'un organe, président de la République, président de l'Assemblée nationale, président du conseil scientifique, pourquoi pas, etc., etc. Peu importe la personne, ils ont un droit d'audition de qui ils souhaitent. Ils peuvent même auditionner le président de la République, si bien sûr, dans ma vision politique, le président de la République existe toujours, mais ça, on se posera la question plus tard. Alors donc ils peuvent auditionner qui ils veulent. Est-ce que les personnes sont obligées de venir? On peut dire que il est mieux qu'ils viennent, mais est-ce que la commission doit obliger les gens à venir? Ça semble, on peut en discuter, hein, mais pour moi c'est un peu compliqué, notamment si c'est une personnalité très importante et qu'elle n'est pas en capacité de venir. Dans un moment, par exemple, de crise grave, appeler le Premier ministre, auditionner le Premier ministre, peut ne pas être opportun, vous voyez ce que je veux dire. C'est peut-être pas le moment. Il n'a peut-être pas le temps. Donc pour moi, ça ne doit pas être réellement obligatoire. Alors maintenant, l'entrée en vigueur. La publication, l'entrée en vigueur, en fait, c'est le moment où le texte va être considéré comme en vigueur, comme réellement pris, c'est le moment de la publication au journal officiel de la République française. Donc ça, c'est classiquement comme une loi, et donc après la promulgation, qui, comme une loi, devrait se faire dans les 2 semaines après l'adoption du texte final. Sur l'entrée en vigueur, je ne vois pas ce qui poserait problème par rapport à la situation actuelle. Même si sur la question
de la personne qui promulgue, actuellement c'est le président de la République, bien la personne qui promulgue pour la loi, donc le président de la République peut demander à l'Assemblée nationale de revoter sur le texte. Alors, est-ce qu'il faut ou non que la personne, donc le président de la République actuellement, mais la personne qui promulguera, si ce projet de constitution était mis en place, était mis en vigueur, était adopté et qu'on le mettait concrètement en pratique, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Là actuellement, je pense que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas à moi de décider tout seul. Je vous renvoie à l'épisode sur la mise en place d'un nouveau régime. Eh bien, cette personne qui promulgue doit-elle ou non pouvoir demander à la commission de revoir sa copie, de revoter une fois, et lui dire excusez-moi, madame la commission, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas, et je ne vais pas la promulguer maintenant. Est-ce que vous pouvez revoir? Il y a des choses qui posent problème, je pense, dans votre test. Est-ce que, oui ou non, je ne sais pas, je ne me décide pas là-dessus. Selon la personne qui promulgue, selon ses pouvoirs, ça peut être intéressant. Ça dépend du rôle de la personne qui promulgue. On peut tout à fait envisager que ce soit possible. Tant que, bien évidemment, ça ne remet pas en cause la compétence de la commission. La compétence seule, unique, la compétence propre de la commission. La commission doit être indépendante. Elle doit être la seule à pouvoir changer le test, même si après je donnerai des cas particuliers où des personnes peuvent agir sur le test. Mais en tout cas, la commission doit rester indépendante. Les résultats des questions ainsi que leur explication disponible en mairie doivent être mis à jour dans le mois après la promulgation dans chaque mairie. Alors, j'ai pas besoin d'expliciter un peu plus l'idée, c'est pour permettre un peu de temps pour que les mairies obtiennent les documents, qu'il y ait de l'impression, que ce soit accessible pour ensuite les citoyens qui voudront passer le test pour devenir citoyen actif. S'il y a des élections nationales, hors référendum, donc pourquoi pas les référendums, car ils sont en tout cas moins prévisibles que les élections nationales. Et ça peut être, s'il y a beaucoup de référendums, ça peut être des votes plus fréquents, et du coup, il serait impossible ensuite de mettre en place le nouveau test. Pourquoi je dis ça maintenant? Car en fait, s'il y a des élections nationales, dans les 3 mois après la promulgation, le nouveau test remplacera le précédent qu'une fois les élections nationales passées. Pourquoi ça? Pourquoi le nouveau test devrait remplacer seulement après les élections nationales, qui interviennent dans les 3 mois après la promulgation? Parce qu'il faut laisser un peu de temps aux personnes, aux citoyens passifs qui veulent devenir citoyens actifs, de travailler sur le test. Alors que beaucoup de personnes veulent, par exemple, devenir citoyens actifs pour pouvoir les voter. Ils s'intéressent pour pouvoir voter à des élections qui les intéressent réellement. Si le test change 1 mois, 1 semaine, 2 semaines avant l'élection, alors qu'ils allaient le passer, ils n'ont plus la bonne réponse aux questions, ils doivent travailler plus, ils n'ont plus le temps de travailler pour réussir le test. Et je trouve que c'est un souci, car il faut laisser assez de temps aux personnes pour retravailler, pour s'intéresser aux questions, et bien sûr, ils devront de toute façon passer le test d'avant, donc ils s'intéresseront de toute façon aux questions politiques, même si pas encore révisées. Et donc seulement après les élections nationales, pour que les personnes aient le temps, au moment des élections, et la certitude et la sécurité d'avoir un test qui ne bouge pas. D'avoir un test qui ne bouge pas, des questions, des réponses et des explications qui ne changent pas, alors qu'ils sont en train de les préparer pour des élections. Sinon, parce que là j'essaie de développer, j'essaie de vous donner, mais je pense que vous avez compris en fait le sens de ceci. Sinon, en fait, le test remplace le précédent 1 mois après la promulgation du nouveau test. C'est-à-dire, lorsque le délai pour que les mairies changent les explications, les réponses et tout ça qui sont disponibles en mairie, le délai est passé, normalement toutes les mairies ont mis à jour les explications disponibles en mairie, les réponses et tout ça. Si ce n'est pas fait, la justice pourra tout à fait agir contre les mairies. On pourrait saisir le juge administratif pour contraindre les mairies à mettre à jour ces explications, tout ceci. Et donc, s'il n'y a pas d'élection dans les 3 mois, à partir du moment où ce délai est passé, normalement, dans toutes les mairies de France, ou les salles communales, vous aurez, ou des salles communales, peu importe où ils mettent en place tout ce fonctionnement, mais dans toutes les villes de France, vous aurez accès aux questions, aux réponses, aux explications du test.
Et donc là, le nouveau test pourra être passé et devra être passé partout en France. C'est-à-dire que l'ancien test, l'ancienne forme du test, l'ancien contenu du test sera caduque, et partout en France, on passera la nouvelle version qui a été votée 1 mois et demi au maximum, plus tôt, par la commission du test de l'intérêt pour le politique. Alors dans une troisième et dernière partie avant la conclusion, j'aimerais vous parler des relations de cette commission avec les autres institutions. Et d'abord, ce que j'ai appelé les autres institutions de l'État pour en fait les distinguer, ces institutions des citoyens eux-mêmes. On en parlera juste après. Alors, les relations avec les autres institutions de l'État, la commission peut consulter qui elle souhaite. En plus de pouvoir auditionner, si elle peut consulter qui elle souhaite, elle peut demander l'avis de toute institution de l'État. Comme c'est une institution, elle a l'obligation, je pense que c'est important, elle a l'obligation de rendre l'avis, le rapport demandé sur les questions posées. Donc, la commission demande un avis, un rapport à une institution, que ce soit, par exemple, le juge constitutionnel, ou la Cour de cassation, ou alors une assemblée, ou la présidence de la République, ou le gouvernement, enfin voilà, une administration particulière, ou un conseil, par exemple le CESE actuellement, donc le Conseil économique, social et environnemental, donc devra fournir obligatoirement le rapport ou l'avis demandé, bien sûr dans un délai raisonnable, qui pourrait être à déterminer, mais en tout cas il devrait y avoir en principe l'obligation pour ces institutions de fournir l'avis, le rapport demandé par la commission. Alors, j'aimerais préciser ici, parce que je ne l'ai pas marqué, mais ce pouvoir de consultation n'est pas un pouvoir d'enquête. La commission ne peut pas enquêter sur quelque chose. Elle demande juste un avis, elle demande juste un rapport sur la question. Elle n'est pas là pour enquêter, pour vérifier quelque chose. Non. Elle n'est pas là pour vérifier les comptes, par exemple. Elle est là pour faire sa mission, pour créer les questions, les explications, les réponses. Elle n'est pas là pour enquêter. C'est important. Pouvoir d'audition, c'est bonjour monsieur, j'aimerais que vous veniez parler, ça peut être un grand scientifique, ça peut être un député, peu importe. Bonjour monsieur, j'aimerais que vous veniez, on aimerait vous poser quelques questions, voilà. Pouvoir de consultation, ici pour les institutions de l'État, proprement parler, c'est donc bonjour, par message, un bonjour, j'aimerais un avis, un rapport sur les questions que nous posons, qui sont 3 petits points, remplissez les trous bien sûr, qui sont ceci, cela, et donc j'aimerais que votre rapport soit rendu dans un délai raisonnable, obligatoirement, s'il vous plaît, on aimerait votre avis, votre rapport sur ces questions. Voilà. C'est pas tout à fait la même chose qu'une audition, cette consultation. Mais ça ne doit pas être un pouvoir d'enquête. Alors, elle peut, comme elle peut consulter qui elle le souhaite, la commission, elle peut notamment consulter les universités. Les universités dans leur globalité, ou seulement toutes les universités de sciences biologiques, si c'est sur une question de sciences biologiques. Et par contre là, pour les universités, l'avis, le rapport ne serait pas obligatoire. C'est-à-dire que les universitaires, les professeurs, etc. Vont répondre, collectivement ou séparément si c'est consultation seulement d'une personne, mais on reviendra sur la consultation, comme j'ai marqué qui elle souhaite, des individus ou de la population, on y viendra après. Donc évidemment, s'il y a consultation des universités, il n'y a pas d'avis ou de rapport obligatoire. Si les universités disent non, j'ai pas envie, bon, je vois pas pourquoi les universités se priveraient de donner leur avis lorsqu'on leur demande. Mais bon. Alors, la commission accomplit en plus sa mission en toute liberté. En fait, je l'ai déjà dit un petit peu, la commission doit être indépendante pour pouvoir correctement travailler, pour pas être influencée. Nul ne peut la contraindre, ou contraindre un de ses membres, à quoi que ce soit. Personne. À part le juge constitutionnel, j'y viens tout de suite. La commission doit être indépendante de toute autre institution, de toute entreprise, tout groupe d'intérêt, peu importe. La commission doit être indépendante. Elle doit pouvoir accomplir sa mission en toute liberté. C'est important. Mais cette liberté est quand même restreinte. Par quoi? Par la Constitution. C'est une institution du pays, elle doit respecter la Constitution. C'est pourquoi le juge constitutionnel pourrait être saisi selon les mêmes modalités que pour un contrôle de la loi. Donc par exemple pas d'autosaisine, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel ne peut pas dire il y a un problème ici tout seul, dire il y a un problème et se saisir lui-même.
Si des personnes remarquent qu'il y a un problème, ils pourront saisir, sur les modalités que pour le contrôle de la loi, le Conseil constitutionnel. Pourquoi donc? Pour vérifier, tout simplement, que la commission, dans sa formation, c'est-à-dire dans sa composition, comment est-ce qu'elle est formée, qu'il y a à l'intérieur, ça respecte ce qu'il y a marqué dans la Constitution, ou même dans l'exercice de ses compétences. Par exemple, si la commission commence à enquêter, cherche à avoir des pouvoirs d'enquête, on pourrait, le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, actuellement c'est le Conseil constitutionnel, mais pourquoi pas le changer de nom? On verra ça dans longtemps, on verra ça. Eh bien, le Conseil constitutionnel, du coup, la Cour constitutionnelle, pourrait dire, non, ça va pas, vous n'avez pas enquêté, vous êtes en dehors de vos compétences, ou alors vous n'avez pas à obliger telle université, vous pouvez pas le faire, vous pouvez pas obliger l'université à vous rendre un avis ou un rapport. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. Voilà. Donc dans sa formation, dans l'exercice de ses compétences. Également dans comment est-ce qu'elle travaille en interne, si ça respecte pas la Constitution. Mais également, vérifier la composition du test. La composition du test doit être conforme à ce qui est marqué dans la Constitution. Bon, ça paraît assez normal dans un état de droit, dans un état où la Constitution est la norme suprême et n'est pas une norme qui est juste déclarative, juste là pour faire joli. Et donc, il est évident que dans un état pareil, dans un état de droit, où la Constitution n'est pas un texte purement déclaratif, purement décoratif, disons, il est normal que les institutions respectent la Constitution. Que donc cette commission respecte la Constitution et que le texte qu'elle prend, c'est-à-dire la composition du test, vous pourrez trouver un nom à ce texte, mais c'est pas très important, que ce texte-là, que les décisions prises soient conformes à la Constitution. Ensuite, les relations avec les citoyens, parce que maintenant que j'ai développé tout ceci, c'est très intéressant, mais concernant les citoyens, est-ce qu'ils ont un pouvoir, du coup, sur cette commission? Alors quand même, la commission, elle exerce un rôle assez important, même essentiel, dans l'exercice de la citoyenneté. Alors on peut dire tout d'abord que la commission peut consulter qui elle souhaite. J'ai déjà dit précédemment, mais du coup ça peut s'appliquer pour la consultation d'étudiants, de partis politiques, des citoyens actifs, des citoyens en général, d'une partie de la population, peu importe. Même si, je le rappelle ici, cette consultation, ce n'est pas pour des institutions de l'État, proprement parlé. La commission ne peut pas obliger quelqu'un à rendre un avis, un rapport, hormis des institutions de l'État, ne peut pas obliger un étudiant, ça me donnerait que la commission veuille consulter un étudiant en particulier, mais forcer les étudiants ou un parti politique, les partis politiques ou les citoyens actifs à rendre un avis, rendre un rapport ou à s'exprimer. Pas d'obligation, c'est une consultation ouverte, c'est on a quelques questions à vous poser, mesdames et messieurs les citoyens actifs, vous les partis, on a des questions à vous poser, ça pourrait se faire sur internet par exemple, qu'est-ce que vous en pensez, donnez-nous votre avis, on aimerait le savoir, mais bien sûr, vous le savez, vous l'avez compris en fait, si la commission est indépendante, les avis qu'elle reçoit, les rapports qu'elle reçoit, les consultations, les auditions, tout ceci, ça ne l'engage à rien. La commission reste libre, indépendante, elle prend ses décisions librement. C'est elle qui choisit, elle ne peut pas être contrainte, elle ne peut pas être tenue par un avis, par un rapport, par une consultation. Si les citoyens disent telle chose, la commission peut dire « J'ai bien entendu, je vois les arguments que vous avancez, etc., mais par rapport aux autres auditions qu'on a eues de scientifiques, à nos connaissances, etc., il semble que ceci soit erroné, nous prendrons une décision complètement différente ou légèrement différente. » Elle a le choix. Elle peut même tout à fait reprendre à son compte ce qui a été dit par un parti, par un parti ou par des partis, par des universités, par les étudiants, par les citoyens actifs. Elle peut reprendre comme elle peut complètement modifier ou ne pas reprendre du tout. C'est son choix, elle est libre, elle est indépendante. Hormis le respect de la Constitution, bien évidemment. Cette commission, et c'est son travail, c'est sa mission, elle impose du coup aux citoyens la composition du test de l'intérêt pour le politique. Mais donc en retour, les citoyens ou les citoyens actifs peuvent dissoudre la commission ou abroger des questions. Alors j'ai marqué citoyen ou citoyen actif, et je vais préciser juste après, parce qu'on va voir la dissolution ou l'abrogation des questions. Car en fait, pour moi, ça ne doit pas être tous les citoyens, ou que les citoyens actifs, c'est à préciser, et je le précise, dès maintenant. Commençons d'abord par la dissolution de la commission. Alors je vais vous lire progressivement ce que j'ai marqué ici, et préciser,
expliquer un petit peu. Tous les citoyens peuvent dissoudre la commission à l'exception du président. Pourquoi pas le président? Le président, je rappelle, le président de cette commission, ça serait qui? Ça serait le président de la Cour constitutionnelle. Le peuple, les citoyens n'ont pas à dissoudre, à relever ses fonctions cette personne. Car s'ils remettent en cause les agissements de ce président, ils remettent en cause les agissements du président du Conseil constitutionnel de la Cour constitutionnelle. J'utilise le mot Conseil constitutionnel pour que vous compreniez, pour que ce soit plus actuel. Mais c'est Cour constitutionnelle qui convient le mieux, puisque je n'ai pas encore choisi, je n'ai pas encore dit dans cette série si je voulais un Conseil constitutionnel qui s'appelle Conseil constitutionnel ou autre chose. Donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas, les citoyens peuvent dissoudre la commission, mais pas le président, c'est-à-dire toutes les personnes tirées au sort. Mais pas la personne qui est présidente d'office, c'est-à-dire le président ou la présidente de la Cour constitutionnelle. Alors l'initiative pour cette dissolution reviendrait à qui? Reviendrait comment? Qui pourrait initier ce processus de dissolution? Ce seraient les citoyens, par une pétition, signée par 4% des citoyens. 4%, si on imagine 50 millions de citoyens, ça fait 2 millions de citoyens qui doivent signer la pétition. Une fois cette pétition signée, un référendum de dissolution est déclenché, le gouvernement est tenu de le mettre en place, il est obligé, une fois une pétition signée par 4% des citoyens pour la dissolution de la commission, le gouvernement organise un référendum de dissolution avec la question « Souhaitez-vous dissoudre la commission du test de l'intérêt pour le politique ?» C'est très bien, c'est simple. La réponse est simple également, oui ou non. Il n'y a que ces deux choix-là. Soit vous voulez dissoudre, soit vous voulez pas dissoudre. Chacun se prononce, et la dissolution est prononcée quand? C'est ce qu'on va voir, et je vais l'expliquer un peu plus, car c'est pas forcément évident la manière dont je l'ai marqué ici pour résumer. Donc la majorité des citoyens est le minimum de 70% de participation, ou une majorité des 2/3 des actifs, des 2/3 des suffrages exprimés des actifs. Alors je m'explique. Prenons des exemples, en fait, pour mieux comprendre. Imaginons 50% des citoyens se sont déplacés et ont voté. Ils ont voté à 80% des suffrages exprimés pour la dissolution. Est-ce qu'il y a dissolution? Non. Pourquoi? Car il n'y a pas eu 70% de participation, il n'y a eu que 50% de participation. La question n'a pas intéressé assez de monde. Ce n'est pas assez représentatif, on pourrait dire. Mais par contre, les citoyens actifs ont voté, peu importe le pourcentage de citoyens actifs qui ont voté, et 2/3 des citoyens actifs, minimum, ont dit il faut dissoudre cette commission. Ça ne fonctionne pas, cette commission ne fonctionne pas, elle accomplit pas sa mission. Alors, la commission est dissoute. Par contre, si, je reprends mon exemple, 50% de participation, 80% des suffrages exprimés par les citoyens en général, donc citoyens passifs comme actifs, citoyens en général, ont dit oui, mais n'ont pas atteint le minimum de participation. Et chez les citoyens actifs, prenons un autre cas, cette fois il n'y a pas 2/3 des suffrages exprimés qui veulent cette dissolution. La dissolution n'est pas prononcée, même si la majorité a dit oui, car il n'y avait pas assez de participation, et car les actifs n'ont pas dit oui à plus de 2/3. Alors maintenant, prenons un autre cas, tout simplement un cas où 80%, ou plus de 70%, en tout cas la participation a été suffisante pour que l'expression de l'ensemble des citoyens compte. Premier cas, majorité des citoyens veulent la dissolution de la commission, du test de l'intérêt pour la politique. Que se passe-t-il du côté des actifs? Les actifs n'ont pas voté à plus de 2/3 la dissolution. La majorité des citoyens s'est exprimée en faveur, a atteint le minimum de participation, la commission est dissoute. Et bien sûr, si la majorité des 2/3 des suffrages exprimés a été atteinte pour les citoyens actifs, la commission est dissoute, de toute façon. Maintenant, prenons un autre cas, le minimum de 70% de participation a été atteint également, mais les citoyens ont dit non. On dit par exemple à 40%, 41,3%, allez, prenons un exemple qui serait plus réaliste, 41,3% des citoyens ont dit oui à la dissolution, ce qui veut donc dire qu'une majorité est contre, qu'il n'y a pas de majorité pour la dissolution. Alors on dirait, les citoyens ont décidé que non, alors non.
Mais attendez, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La majorité des 2/3 des actifs est-elle atteinte? Si oui, il y a dissolution, sinon, il n'y a pas dissolution. C'est-à-dire que la première condition sur les citoyens est suffisante. Si elle est accomplie, elle est suffisante pour la dissolution. Et si la deuxième condition avec les citoyens actifs est accomplie, c'est suffisant pour la dissolution. S'il y a une des deux hypothèses, donc d'un côté de mon OU qui est écrit à votre écran, ou de l'autre côté de mon OU, si l'un ou l'autre côté est validé, alors il y a dissolution. Si aucun des deux n'est validé, il n'y a pas dissolution. Si les deux sont validés, évidemment, il y a dissolution. Voilà, j'ai résumé simplement, j'ai pris des exemples, j'espère que ça a été clair. Si ça n'a pas été clair, question en commentaire, et j'y reviendrai, j'expliquerai un peu plus. Vous pouvez également en discuter, l'expliquer entre vous, bien sûr, mais j'espère avoir été clair, en donnant des exemples en plus. Ça devrait être mieux. Alors la question, qui est en fait une question à laquelle je ne réponds pas, faut-il sanctionner les juristes et scientifiques si la commission est dissoute? C'est une question que je donne ici, et je n'ai pas de réponse. En fait, j'arrive pas à me décider, parce que j'ai des arguments pour, des arguments contre. Pour, car ça leur mettrait un petit peu la pression, et ce serait un peu plus effectif, cette dissolution aurait un peu plus de conséquences, mais en même temps, ça pourrait du coup créer une telle pression pour ces membres qui ne seraient plus réellement indépendants, et qu'en fait, les citoyens ou citoyens actifs pourraient les menacer, s'ils ne font pas telle ou telle chose qu'ils voudraient, pour les menacer d'une dissolution, avec des conséquences trop fâcheuses, comme j'imagine la sanction qui pourrait exister, c'est par exemple l'inéligibilité, c'est dur à dire, l'inéligibilité pendant quelques années, ou l'interdiction d'être tiré au sort dans une autre institution, quoi que ce soit, pendant quelques années, ce genre de choses. Pour moi, je ne sais pas trop, en un sens, ça pourrait rendre la dissolution plus effective, plus forte, mais est-ce vraiment nécessaire? Là, en y réfléchissant, en vous parlant, même si je ne décide pas, pour moi ce serait plus du coup non, il ne faut pas sanctionner les juristes et scientifiques si la commission est dissoute. C'est une question qui est un petit peu moins importante que le reste, j'ai envie de dire. Même si ça peut avoir de grandes conséquences, donc c'est quand même une question qui reste significative sur l'indépendance de la commission. Alors maintenant, voyons, avant la conclusion, l'abrogation des questions. C'est les citoyens actifs qui doivent le faire, seulement eux. Pourquoi seulement eux? Car ce sont les seuls qui ont un intérêt pour la politique, qui ont l'attestation, dont on a l'attestation de leur intérêt pour la politique. C'est-à-dire aux questions politiques, donc ils ont un regard, ils ont déjà passé le test, et sur le nouveau test, ils ont un regard de citoyens qui s'intéressent aux questions politiques, qui ont un intérêt pour la politique. Alors que les autres, les citoyens passifs, non. Il ne faut pas qu'ils approchent les questions, car en fait ils ne s'intéressent pas, ils pourraient le faire selon leur propre envie, leurs propres humeurs. Donc, comment ça se passerait si une pétition est signée par 6% des citoyens actifs, il y a un référendum des actifs, l'abrogation des questions, s'il y a une majorité absolue, c'est-à-dire une majorité des citoyens actifs, pas de l'ensemble des citoyens actifs, pas seulement des suffrages exprimés. C'est-à-dire il faut que 50% au minimum des citoyens actifs qui ont l'attestation de l'intérêt pour le politique, il faut que 50% aient voté oui à l'abrogation de questions. On pourrait y mettre une limite à cette abrogation de questions pour éviter que trop de questions soient abrogées. Si je reprends ma proposition, qui peut être débattue, qui est moins importante qu'en fait le concept même de tout ceci, 1000 questions, on peut imaginer que jusqu'à 500 questions, donc la moitié, puissent être abrogées par les citoyens actifs, si la majorité, si 50% de ceux qui ont réussi le test, qui ont l'attestation d'intérêt pour le politique, décident d'abroger. Et ceci à tout moment. C'est lorsque la commission se réunira, la prochaine fois, qu'elle pourra changer, qu'elle pourra rajouter les questions qui manquent du coup. Il y a 10 questions qui ont été supprimées, ils pourront du coup, la prochaine fois qu'ils se réunissent, la commission pourra changer, pourra remplacer ces questions abrogées, donc qui ne pouvaient plus passer au test, ils vont les remplacer par d'autres questions. Et si c'est une question qui vient d'être votée et qu'elle est tout de suite abrogée par les citoyens actifs, alors qu'ils sont en train de décider encore, la commission est encore en train de décider sur les questions, si une question qui vient d'être prise, nouvelle, vient d'être abrogée, évidemment ils vont la changer, puisqu'ils sont déjà en train de travailler, ils vont dire « Ah, on vient à peine de prendre une question, les citoyens actifs ont dit non, ça va pas », ils l'ont abrogé directement alors que le texte n'est même pas encore réellement en vigueur.
puisqu'on n'a pas encore pris la décision finale de l'adopter. Si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un problème dans ce qu'on vient de faire. Ils reprennent la copie, et voilà. Cette hypothèse est quand même assez peu probable que en cours, alors qu'une question vient d'être votée dans la commission, que directement pendant la période où la commission se réunit, que pendant ce temps, il y ait référendum des actifs et que la décision de l'abrogation soit prise. Pour réunir 6% des citoyens actifs, même si on suppose qu'ils sont actifs, qu'ils s'intéressent, pour réunir ceci, ça devrait prendre quand même un petit peu de temps. Mais peu importe, vous avez compris. S'il y a des questions, si j'ai pas été assez précis, si vous voulez plus d'explications, plus de détails, une question précise sur ceci, les commentaires, je ne le répète pas, passons à une conclusion rapide. Et oui, c'est un gros pavé, mais tout simplement, en fait, je résume tout ce qui est important sur cette commission, sur ce concept, sur cette idée, qui est la mienne. La commission du test de l'intérêt pour le politique a uniquement pour mission de créer puis de réviser les questions, réponses et explications des réponses de ce test de l'intérêt pour le politique. Elle est présidée par qui? Par le président de la Cour constitutionnelle. Elle est composée en plus de 5 juristes, 5 philosophes, 5 politistes, 5 historiens et 1 scientifique de chaque domaine scientifique, et ceux-ci sont tirés au sort. Elle se réunit tous les 5 ans pendant 1 an, elle prend ses décisions à l'unanimité, elle peut auditionner et consulter qui elle souhaite, elle peut demander un avis ou un rapport à toute institution de l'État, elle accomplit sa mission en toute liberté, en toute indépendance. Seul le juge constitutionnel, lorsqu'il est saisi, peut la contraindre à respecter la Constitution. Les citoyens peuvent par un référendum d'initiative citoyenne spécifique qu'on vient de voir, dissoudre la commission à l'exception de son président. Les citoyens actifs peuvent à tout moment abroger une ou plusieurs questions par un référendum d'initiative citoyenne active. Un référendum d'initiative citoyenne active spécifique qu'on vient de voir. C'est un peu dur à dire, référendum d'initiative citoyenne active. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Dans les commentaires, les questions, n'oubliez pas, c'est ma vision politique dans le domaine constitutionnel au moment où j'ai fait cet épisode, ma vision a pu changer, c'est sujet à débat, c'est une proposition, c'est une idée, elle est là pour plein de choses, je vous invite à aller voir, vraiment, c'est important, si vous découvrez cet épisode, que vous vous intéressez à tout ce que je fais, allez voir la vidéo de présentation, c'est important. C'était Healthcare, merci à toutes et tous d'avoir regardé cet épisode, et à bientôt.